Alors c'est là qu'on arrive dans le dur du sujet, donc un petit peu de génétique, pour comprendre quand même comment on va gérer donc, ces populations, ces semences d'une année sur l'autre et dans les champs. C'est important d'avoir ces éléments en tête. Donc on a deux manières de se reproduire pour les plantes. L'autofécondation, donc le pollen de la plante féconde ses propres ovules, ou l'allofécondation, il y a une fécondation croisée avec souvent le pollen. Chaque plante produit du pollen qui va dans une sorte de nuage pollinique et puis qui va polliniser aléatoirement toutes les plantes qui peuvent se trouver autour. D'accord ? Donc j'ai une petite représentation schématique là-bas. Une plante, c'est le petit truc au-dessus, et puis je représente son génome par deux chromosomes, un qui représente le génome qui vient du père, par le pollen, et l'autre qui représente le génome qui vient de la mère, par l'ovule. D'accord ? Et donc, on dit que à un endroit dans le génome, un individu est homozygote si le gène qui lui vient du père est identique à celui qui lui vient de la mère. Et c'est hétérozygote si c'est différent. D'accord ? Donc là, j'ai mis deux couleurs différentes, ça représente que c'est différent sur tout le génome. D'accord ? Et on a les deux types d'espèces, des espèces qui vont être plutôt autogames, mais même les espèces plutôt autogames, elles se croisent un petit peu. Le blé, on va dire il est autogame, mais si on le laisse faire, il y a toujours un petit peu de croisement, quelques pourcents qui vont se produire. C'est pour ça que si on veut vraiment purifier une lignée de blé, enfin d'une espèce, on va mettre un sachet pour empêcher qu'il y ait du pollen extérieur qui puisse venir, être sûr qu'il y ait une autofécondation. Et puis les espèces à fécondation croisée sont les allogames. Alors, du coup, donc, on a les espèces autogames, et là, le type de variété qui est développé, qui est commercialisé, c'est beaucoup des lignées pures. Les lignées pures, ça veut dire toutes les plantes sont génétiquement identiques entre elles, et elles sont homozygotes. Vous voyez, elles ont deux génomes qui sont, à tous les points du génome, elles sont identiques, les gènes sont identiques l'un à l'autre. Ce qui fait que quand on la multiplie, eh bien, l'ensemble des descendants vont être aussi tous identiques entre eux et identiques à la mère. Ce qui permet que si vous achetez une variété de lignée pure, enfin des semences d'une variété de lignée pure de blé, vous pouvez les reproduire l'année suivante. Les plantes vont rester identiques à la plante mère. Vous dire que c'est des clones ? Alors clone, ça fait plutôt référence à la manière dont c'est obtenu, et donc qui serait la multiplication végétative, reproduction sans passer par la voie sexuée. Mais dans la pratique, on peut dire que c'est des clones. Mais je sais que les généticiens, ils n'aiment pas qu'on dise des clones quand c'est obtenu par une reproduction sexuée, malgré tout. Et par contre, si on autoféconde une plante qui est hétérozygote, par exemple, donc l'autre type de variété qu'on trouve principalement, ce sont les hybrides F1. Les hybrides F1 sont des plantes qui sont toutes hétérozygotes, bien qu'elles soient identiques entre elles. Si vous l'autofécondez, eh bien, en fait, il y a recombinaison possible entre les chromosomes du père et de la mère, et puis on obtient toutes sortes de variations, une ségrégation des caractères, et les descendants vont être vraiment tous différents entre eux, pas revenir sur les parents, mais on va avoir toute une gamme de variations. Et donc la stratégie de base pour la création de variétés lignées pures qu'utilisent les sélectionneurs, c'est de croiser deux lignées pures, d'obtenir un hybride F1 comme ça, et ensuite de créer cette ségrégation pour pouvoir choisir parmi les descendants ceux qui vont combiner les avantages du parent bleu et les avantages du parent vert. D'accord ? Et donc et ça, on le fait en continuant de laisser les plantes s'autoféconder, année après année. Donc on va retourner
comme le pollen va avoir tendance à féconder essentiellement l'ovule de la plante, on va retourner vers des plantes qui sont très homozygotes, mais qui sont différentes du parent vert ou du parent bleu, qui sont de nouvelles lignées fixées. Et donc ça, c'est vraiment la base de la création variétale, c'est de croiser des plantes différentes, et ensuite on génère de la diversité. Dans cette diversité, on sélectionne tout en laissant les plantes redevenir se refixer. On stabilise, ouais. Tout à fait. Donc, ça je l'ai déjà dit. Ça va représenter une variété lignée pure. Ça, c'est le processus de création qu'on appelle la sélection généalogique. C'est ce que je vous ai décrit. On a les plantes F1, on laisse s'autoféconder, et du coup, là, on a toute une diversité de plantes, et on va pouvoir éliminer celles qui ne conviennent pas, ou choisir celles qui conviennent, et puis petit à petit fixer. Et ensuite, disposer d'une variété stabilisée, fixée, homogène. Alors, une manière d'accélérer l'obtention de lignées pures, c'est d'essayer de sauter toute cette étape d'autofécondation, parce qu'il faut beaucoup d'années. Chaque année, on fixe que la moitié du génome. Donc à chaque année, on divise par 2 ce qui nous reste qui est hétérozygote. Donc il faut du temps, il faut 7 ou 8 générations pour être à un niveau assez fixé du génome. Et donc il y a un procédé pour raccourcir ça, c'est ce qu'on appelle l'aplodiploïdisation. On prend les grains de pollen ou des ovules, et puis on les développe en plantules et on double leur génome. Donc là, on est parfaitement identique, mais évidemment, on passe par une étape de culture in vitro qui va pouvoir aussi induire des tas de modifications dans la cellule. Et il faut savoir que beaucoup de variétés commerciales actuellement sont issues de ce processus-là. Les sélectionneurs prennent pratiquement plus le temps de faire tout le processus de fixation qu'il y a dans la diapo d'avant. Donc il y a beaucoup de variétés lignées pures, c'est pas indiqué comme des OGM, mais elles sont passées par une étape de culture in vitro qui induit des déstabilisations du génome. Donc après on les trie, on les restabilise bien sûr, mais ça peut être intéressant à savoir. Et donc si vous multipliez votre variété lignée pure à la ferme, eh bien la première année ça va vraiment beaucoup ressembler à ce que vous aviez l'année d'avant. Et puis progressivement, vous allez peut-être trouver on entend souvent les paysans qui disent ça dégénère. Donc comment ça dégénère? Simplement, il peut y avoir des mutations qui vont arriver, qui peuvent naturellement, et qui vont induire des différences observables. Et puis, je vous ai dit, il y a un petit peu de croisement quand même. Et donc, si dans le champ d'à côté, il y a une autre variété, eh bien, on va pouvoir avoir l'année suivante quelques plantes issues de croisement. Et on a aussi, si on n'est pas passé par la pollinisation, ou même si on est passé par la pollinisation, on a des instabilités, mais on peut avoir un petit reste de l'hétérozygocie qui n'a pas pu être fixé par le sélectionneur. Et ça ressurgit. Et donc ça, c'est à savoir, quand vous reproduisez une lignée pure, si vous voulez la garder vraiment pure à l'identique, il faut faire comme le sélectionneur. Le sélectionneur, il fait ce travail chaque année, il purifie, il passe dans sa parcelle et il élimine tout ce qui est hors type. Donc si vous faites ce travail, vous allez pouvoir maintenir aussi une lignée pure. D'accord ? Et si on mélange les variétés lignées pures, donc ça peut être intéressant pour bénéficier de la diversité, des complémentarités entre les plantes, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la lignée pure, l'individu idéal, il est peut-être idéal dans une certaine condition, une année donnée, mais ça ne va pas être le cas dans un autre climat, et si la parcelle est un peu hétérogène, c'est plus intéressant d'avoir de la diversité. Donc on peut mélanger des variétés lignées pures. Si on les reproduit, eh bien on va maintenir à peu près tous les génotypes à l'identique présents dans la population, mais on peut avoir aussi quelques croisements entre ces variétés-là. On va aussi avoir des mutations qui vont aussi introduire la diversité.
Et puis, si jamais on multiplie notre mélange avec un effectif, avec un échantillon un petit peu réduit, ben, par effet d'échantillonnage, on risque de perdre une variété l'année suivante. Et puis, on peut aussi avoir de la sélection. Si cette variété verte, elle était trop précoce, qu'il y a eu un coup de froid au printemps, et ben, elle va laisser très peu de descendants, et elle va produire peu de graines, et on va moins la retrouver à la génération suivante. D'accord? Ça vous intéresse toujours ou j'accélère? Et donc, si par contre on est sur une espèce allogame, et donc on part d'un mélange de plantes, un mélange d'hybrides, on va dire, tous très différents, et qu'on la maintient avec, en la laissant se croiser librement, eh bien, on peut maintenir un certain équilibre. Et dans ces populations-là, il y a quelques mutations récessives qui sont défavorables. Récessives, ça veut dire qu'elles ne s'expriment pas si en face, on n'a pas la même mutation, si on a un gène qui est fonctionnel, qui marche. Donc on peut maintenir notre population comme ça, d'une année sur l'autre. Donc si vous faites du maïs, que vous mélangez beaucoup d'hybrides différents, vous pouvez les maintenir d'une année sur l'autre et créer une sorte de population. Si par contre, au lieu de partir d'une grande diversité, on part d'un nombre beaucoup plus restreint, on va risquer d'avoir ces quelques allèles défavorables qui sont cachés, qui restent cachés là, récessifs, qui se retrouvent, qui se rencontrent dans une plante et qui vont s'exprimer et qui vont du coup rendre la plante plus chétive. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la dépression de consanguinité. Et à la limite, si vous avez, pour une espèce allogame, si vous multipliez uniquement un hybride et que donc au fur et à mesure, il va y avoir beaucoup de consanguinité qui va apparaître, eh bien, c'est pour ça que la valeur va diminuer énormément. Mais si vous avez une population large, beaucoup de diversité, ben on peut tout à fait maintenir une population avec un niveau élevé. J'ai l'impression que j'ai perdu... Donc en gros, si on mélange dans notre champ plusieurs lignées, on a moins de risque d'avoir cette dégénérescence. Alors, sur les lignées, en fait, on est chez des espèces autogames. Et comme les espèces autogames, naturellement, elles s'autofécondent, elles font des lignées pures. Donc, en fait, elles ont éliminé, elles purgent en continu, elles éliminent en continu ces mutations défavorables. Donc on n'a pas ce problème-là. C'est vraiment un problème qui se pose pour les allogames qui vont avoir ces mutations cachées. En fait, c'est comme... Les populations, les lignées, elles ont quand même une petite chance de fécondation externe. Oui. Pour une espèce autogame ? Ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, ça ne permet pas de garder un peu de recréer un peu de diversité Ah bah si, complètement. Ça crée des nouveaux génotypes dans votre mélange de lignées. Rapidement, il va y avoir de nouveaux génotypes qui sont issus de croisements qui vont apparaître. Et si vous traversez, vous passez dans le champ, vous pouvez tout à fait les repérer parce qu'ils vont, enfin, s'il n'y a pas trop si les variétés sont assez différentes, ben on voit apparaître les caractères différents. Vous pouvez donner des exemples de mutations défavorables pour des plantes allogames pour illustrer un peu. C'est quoi une mutation défavorable? Ben, c'est des problèmes de croissance. Enfin, vous avez déjà vu des lignées de maïs? Ben, en fait, elles sont... elles expriment tout un tas de caractères c'est défavorable, qui ne fonctionnent pas au maximum. Les effets qui ne remplissent pas les trucs qui
En fait, c'est sur tout le génome. Si on résume, on ne peut pas ressemer un hybride, mais on pourrait ressemer un mélange de variétés différentes d'hybrides. Vous pouvez le ressemer, mais vous allez voir apparaître, vous allez voir se déprécier, voir des plantes qui vont être de qualité et de vigueur bien inférieure. Si vous mettez plusieurs variétés d'hybrides, c'est moins bien. Ben voilà, oui, tout à fait. Parce que la chance que ce soit la même... La chance de consanguinité moins avancée. Voilà. D'accord. Et vous avez un nombre minimum ou c'est par famille pour leur Au bout d'en mélanger 3, au bout d'en mélanger 7, puis d'en mélanger 22. Vous avez des exemples? Il y a des travaux de génétique, là, je ne peux pas vous dire comme ça, mais il faut aller au moins sur une dizaine. Après, c'est quantitatif. Plus le nombre est grand, et aussi plus ils sont différents entre eux, mieux vous assurez, vous limitez le risque de rencontre, le risque de consanguinité. Donc il faut vraiment aussi prendre des hybrides qui vont être d'origine bien différente. Et si on fait ça, il faut plutôt faire ça sur une petite parcelle qu'on va visiter souvent pour enlever peut-être ceux qui déprécient. Oui, ça peut être... Surtout si c'est si c'est la production, ça fait de la farine en colle. Si c'est la semence, c'est ce que je produis. C'est ça, ouais. Si c'est pour la production, il n'y a pas trop... Tu t'en fous et vous faites. Si tu mets que des hybrides ensemble, si tu fais pas de ressème pas en dessous, il n'y a pas de problème de la consanguinité, ça c'est si on ressème. Le résultat du mélange, après, on peut le ressemer plusieurs fois, plusieurs années. Oui, si vous le gérez avec des effectifs importants et éventuellement aussi une certaine sélection, vous pouvez le maintenir, vous allez créer une nouvelle population. En fait, on recrée une population. C'est la manière la plus simple de créer une population. Avec les espèces allogames, c'est plus simple qu'avec les autogames. Donc les allogames, on ne peut pas perdre l'effet hétérosis dès la deuxième année, en fait. Mais on le perd que si on autoféconde un hybride simple. Là, on va vraiment le perdre. D'accord ? Mais sinon, si vous avez beaucoup de diversité, comme ça, vous n'allez pas le perdre parce qu'en fait, vous ne faites pas apparaître de consanguinité. Donc en fait, l'histoire de l'hétérosis, on le voit très fort parce qu'on nous dit, si on prend deux lignées pures, qu'on les croise, l'hybride, il a beaucoup plus de vigueur que les deux parents, c'est vrai, mais dans une population, on n'a pas de lignée pure, c'est pas l'état naturel du maïs, c'est pas la lignée pure. Les populations, si elles sont bien gérées, et c'est comme ça, il y a une manière de faire, eh bien, il n'y a pas de consanguinité dedans. Si on évite la consanguinité, on maintient la valeur de la population, et dedans, on bénéficie de l'effet hétérosis. Là, vous voyez, chaque individu, c'est une forme d'hybride, il bénéficie de la vigueur hybride puisqu'il n'y a pas de consanguinité. En gros, plus il y a un grand brassage, plus c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas chercher à faire Sur les espèces allogames, non, parce que elles ont accumulé, historiquement, toute leur histoire fait qu'elles ont accumuler ces espèces d'allèles qui, quand ils sont à l'état homozygote, ils sont défavorables, plus ou moins délétères. C'est ce qu'on appelle le fardeau de mutation. Pourquoi on ne cultive que des variétés hybrides en maïs alors ? Ben justement, parce que... justement... Parce que pour le sélectionneur, on est encore dans cette logique de l'individu optimal qu'on va semer dans la parcelle à l'identique, sur toute la parcelle. Si j'en ai un, il faut que je puisse avoir tout mon champ avec cet individu optimal. Et puis aussi parce que c'est bien pratique, parce qu'on va faire l'hybride, et puis que si l'agriculteur le ressème,
ça va dégénérer là pour le coup. L'hybride, on te demande plus, la population, tu cherches le mieux. Voilà. Et même maintenant, sur les espèces autogames, il y a aussi pas mal de sélectionneurs qui essayent de développer des hybrides F1 qui n'ont pas l'avantage par rapport aux variétés lignées pures, parce qu'il y a juste un petit effet d'hétérosisme, mais pas très important, mais qui par contre ont l'avantage de pas de se dégrader, entre guillemets, si on le recèle. En gros, si j'ai bien compris, si demain on passe de la lignée à la population, on peut gagner du temps, on va avoir des gars qui ont fait des mélanges population, et on essaye leur mélange population pour voir si ça date bien chez nous. Chaque fois ils ont fait leur mélange. Oui, c'est l'idée un petit peu, hein, c'est de bénéficier. En fait, au départ, les premiers paysans qui ont recréé une population, ils sont partis des ressources génétiques avec quelques petites graines. Et puis, plus ça va, plus il y a d'acquis. Ces ressources génétiques-là, elles ont été un petit peu réadaptées aux conditions d'aujourd'hui. Donc, il vaut mieux essayer de bénéficier, d'utiliser ce qui a pu déjà être développé, donc des mélanges, des populations. Et puis là, en fait, je peux faire juste un petit aparté réglementaire. Donc il y a une option qui va être intéressante, qui va être la commercialisation de populations hétérogènes. Ça a été autorisé pour le blé, l'orge, le maïs, peut-être autre chose, mais je ne sais plus. Et donc, il y a cette année donc, les coopératives Biocer et Cosebi qui essayent de multiplier des populations qui ont été développées ailleurs, des populations de blé, pour voir leur intérêt. Et puis, avec qui on est en train de créer aussi de nouvelles populations à partir de variétés de pays, de variétés anciennes, de créer de nouvelles populations. Donc, avec cette possibilité-là, il va y avoir des choses qui vont pouvoir être intéressantes et que chacun va pouvoir essayer d'adapter, de s'approprier, d'adapter à son terroir et à ses pratiques. Ensuite, est-ce qu'on pourrait, avec un mélange population, avant de le semer, vous mélangez 10% d'une lignée ou d'une connerie pour réintroduire un peu de diversité génétique pour le faire évoluer? C'est faisable? Parce qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance d'où vient votre mélange pour pas faire un peu trop de consanguinité là-dedans, quoi. Ça devient compliqué après, il faut suivre toute la bibliographie de ce qui s'est passé dans votre parcelle, année après année. Alors, sur le blé, on est un peu à l'abri de cette histoire de consanguinité, comme je vous ai dit. Sur le maïs, oui, il faut gérer ça de manière plus... ça va être assez différent. Aujourd'hui, on va plutôt parler du blé.